Je croyais autrefois que j'avais tout compris. Mariage, carrière, la maison avec la clôture blanche, tout le rêve américain emballé dans un joli petit paquet. Je m'appelle David Brown. J'ai 29 ans. Et jusqu'à cette nuit, il y a 3 mois, je croyais que ma femme Jessica et moi avions construit quelque chose d'incassable. Nous étions des amoureux de lycée qui s'étaient retrouvés après l'université. Comme quelque chose tiré d'une comédie romantique. Jessica avait 27 ans. Belle de cette manière sans effort qui faisait que les autres hommes la fixaient quand nous allions au restaurant ensemble. Elle rêvait de devenir photographe professionnelle. Et quand nous nous sommes mariés il y a 5 ans, je l'ai encouragée à quitter son emploi de vendeuse pour poursuivre sa passion. Je voulais être le mari qui croyait aux rêves de sa femme, qui lui fournissait la stabilité dont elle avait besoin pour les poursuivre. Cela signifiait que je travaillais les quarts difficiles. Des quarts de nuit à l'entreprise de fret, gérant des expéditions internationales qui arrivaient à des heures indues. Les mardis et jeudis, je partais de chez moi vers 22h et ne rentrais pas avant 7h30 du matin. Ce n'était pas un travail glamour, mais il payait suffisamment pour nous soutenir tous les deux pendant que Jessica construisait son entreprise de photographie. Notre routine était réglée comme une horloge. Pendant mes nuits de travail, Jessica restait éveillée tard, éditant des photos ou défilant sur les réseaux sociaux, me textant toujours bonne nuit vers minuit. Je répondais avec un emoji cœur, parfois un rapide je t'aime aussi, puis je me concentrais sur le travail. Nous avions tout réglé scientifiquement, le rythme d'un mariage qui s'était installé dans une prévisibilité confortable. Mais en y repensant maintenant, je peux voir les fissures que j'étais trop confiant, trop fatigué ou trop stupide pour remarquer. Jessica était devenue distante au cours des derniers mois. Plus de temps collé à son téléphone, moins d'intérêt à me montrer son dernier travail photographique. Quand je suggérais des soirées en amoureux ou des week-ends, elle trouvait des excuses. Trop fatigué, trop occupé par un projet, peut-être la semaine prochaine. Je me disais que c'était normal. Les mariages traversent des phases. Mon emploi du temps épuisant créait probablement de la distance entre nous. Je rejetais les pensées paranoïaques qui me venaient pendant ces longues nuits de travail. La façon dont elle tournait son téléphone face cachée quand j'entrais dans une pièce. La façon dont elle prenait une douche immédiatement après mon retour du travail, même si elle était censée être seule à la maison toute la nuit. La nouvelle lingerie que je trouvais dans la lessive, des pièces que je ne l'avais jamais vue porter pour moi. Je repoussais ces pensées parce que je lui faisais confiance. Parce que je l'aimais. Parce que Mike, notre voisin, était toujours là pour me rappeler que j'étais en train de trop réfléchir. Mike était une aubaine. Un ancien policier au début de la soixantaine qui était devenu comme un père pour moi après le décès de mon propre père il y a 3 ans. Il avait cette façon de mettre les choses en perspective, plaisantant toujours sur le fait de garder un œil sur le quartier, en particulier sur ma maison quand je travaillais de nuit. Ne t'inquiète pas, David, disait-il avec ce sourire entendu. J'ai les yeux sur tout ici. Alors que je m'installais pour mon quart ce mardi soir à 22h47, mon téléphone a vibré avec un message de Jessica. Je t'aime. Sois prudent ce soir. J'ai souri, j'ai répondu avec un emoji cœur et je me suis plongé dans la montagne de manifestes d'expédition à traiter. Je me sentais en sécurité, protégé, aimé. Je n'avais aucune idée que, dans exactement 60 minutes, ma femme m'enverrait un message qui détruirait tout ce que je croyais savoir de ma vie. À 23h47, mon téléphone a vibré pendant un contrôle de cargaison de routine. Le nom de Jessica est apparu à l'écran. Je m'attendais au texte habituel de bonne nuit, peut-être une plainte d'être fatigué ou ennuyé. Au lieu de cela, j'ai ouvert un message qui a glacé le sang dans mes veines. Une photo est apparue en premier. Jessica en lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. De la dentelle noire qui épousait des courbes que je croyais n'appartenir qu'à moi. La pose était provocante, séduisante, intime d'une manière qui m'a retourné l'estomac. Puis est venue une courte vidéo, sa voix murmurant des mots qui n'étaient pas destinés à mes oreilles. Enfin, le message qui entrait toutes mes nuits blanches pendant des mois. Il ne rentre pas avant 7h. Viens vite. Je suis prête pour toi. Le temps s'est arrêté. L'entrepôt autour de moi a disparu dans un bruit blanc. J'ai relu le message, mes mains commençant à trembler de manière incontrôlable. Il n'y avait aucun malentendu possible. Elle pensait qu'elle envoyait un SMS à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaissait mon emploi du temps. Quelqu'un qui venait chez moi, dans mon lit, pendant que j'étais ici à travailler pour payer la vie que nous avions construite ensemble.
Mon premier instinct a été de l'appeler, de crier dans le téléphone, de demander des réponses. Mais quelque chose de froid et de calculateur a traversé le choc. Un instinct de survie que je ne savais pas posséder. Avec des doigts tremblants, j'ai pris des captures d'écran de tout. La photo, la vidéo, le message, l'horodatage indiquant 23h47. 3 secondes plus tard, mon téléphone a de nouveau vibré. Le message avait disparu, affichant au supprimé. Elle avait réalisé son erreur. J'ai fixé l'écran, regardant les 3 points de saisie apparaître et disparaître à plusieurs reprises pendant ce qui a semblé une éternité. 90 secondes de sa panique, essayant de trouver quel mensonge la sauverait. Finalement, un nouveau message est arrivé. Désolé, bébé. J'ai accidentellement envoyé une photo d'un projet de photographie boudoir que je suis en train de faire. Je ne voulais pas te distraire au travail. Le mensonge était si insultant, si désespérément transparent, que j'ai senti la rage bouillonner sous le choc. Il n'y avait pas de caméra visible sur la photo, pas de configuration professionnelle, pas de client dont on pouvait parler. Et ce message, viens vite. Je suis prête pour toi était d'une clarté limpide. Elle pensait que j'étais stupide. Elle pensait que 5 ans de mariage m'avaient rendu aveugle. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je suis sorti de l'entrepôt dans l'air froid de la nuit, mon souffle visible en courte bouffée de colère. Mes mains tremblaient encore lorsque j'ai composé le numéro de Mike. Mike, j'ai besoin de ton aide, ai-je dit quand il a décroché, ma voix se brisant malgré mes efforts pour rester calme. Jessica, quelqu'un va chez moi en ce moment. Son ton est passé instantanément de voisin amical à ancien policier. Dis-moi tout. Ne laisse rien de côté, a-t-il répondu avec une autorité professionnelle. J'ai expliqué, les dents serrées, luttant pour garder ma voix stable. Le texte accidentel, la photo, le mensonge qui a suivi. Mike a écouté sans jugement, sans question, traitant l'information comme le professionnel qu'il avait été. Donne-moi 10 minutes pour m'habiller et me positionner, a-t-il dit de manière décisive. Je vais surveiller ta maison. Ne fais rien encore. Nous devons être intelligents à ce sujet. Des preuves d'abord, une action ensuite. Je faisais les 100 pas sur le parking, mon esprit parcourant 5 ans de mariage, cherchant des signes que j'avais manqués. Depuis combien de temps cela durait-il? Qui était-il? Le connaissais-je? Les questions étaient une torture, chacune coupant plus profondément que la précédente. 20 minutes plus tard, la voix de Mike s'est fait entendre au téléphone, calme et professionnelle. Honda Accord noir, garé 4 maisons plus loin. Les plaques d'immatriculation sont recouvertes de boue. C'est délibéré. Le gars vient de s'approcher de ta porte d'entrée. J'ai retenu mon souffle. David, il a une clé, a continué Mike, sa voix tendue d'une colère contenue. Il vient d'entrer comme si la maison lui appartenait. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Une clé. Elle avait donné à quelqu'un d'autre une clé de notre maison, de notre sanctuaire, de l'endroit où nous avions fait l'amour, partagé des rêves, planifié notre avenir. Ma vision a commencé à se rétrécir, la rage et la trahison se mélangeant en quelque chose de dangereux. Ne rentre pas encore, a averti Mike, lisant correctement mon silence. Donne-moi 30 minutes pour tout documenter. Tu as besoin de preuves qui tiennent en cours, pas d'une accusation d'agression. J'étais déjà en train de rentrer dans l'entrepôt à la recherche de mon superviseur. J'ai menti à Mike tout comme Jessica m'avait menti. J'attendrai, ai-je répondu, mais j'étais déjà dans mon camion, en route pour la maison pour les prendre ensemble et j'apportais la batte de baseball de mon père. Mon superviseur, Danny, a jeté un coup d'œil à mon visage et n'a posé aucune question. Urgence familiale. Vas-y. Nous couvrirons ton cas, a-t-il dit sans hésitation. Je ne me souviens pas être allé à mon camion ni avoir démarré le moteur. Les 23 minutes de trajet jusqu'à la maison ont semblé des heures et des secondes simultanément, le temps se déformant sous le poids de ce que je savais que j'allais trouver. J'ai appelé Mike de la route en le mettant sur haut-parleur. Sa voix est devenue mon encre dans le chaos qui tourbillonnait dans mon esprit. Les lumières viennent de s'éteindre dans la chambre d'amis, a-t-il rapporté. Ils sont là depuis 18 minutes. La chambre d'amis. La chambre où ma mère était restée pendant ses traitements contre le cancer il y a 2 ans, où Jessica s'était assise à son chevet, lui tenant la main, où elle avait pleuré aux funérailles. Maintenant, elle profanait cet espace sacré par sa trahison. Écoute-moi attentivement, David, a continué Mike,
sa voix restant professionnelle mais avec une colère sous-jacente. J'enregistre tout depuis ma position. Horodatage, description du véhicule, l'homme entrant avec une clé. C'est une preuve solide pour ton divorce, mais si tu y vas et que tu blesses gravement quelqu'un, tu perdras tout. Tu auras une accusation, elle jouera la victime. Et elle pourrait obtenir la maison par sympathie. Ne lui donne pas cette satisfaction. Mes jointures étaient blanches sur le volant, mon alliance attrapant les lumières des rues, un symbole qui me semblait soudain être une entrave autour de mon doigt. Je ne vais pas le laisser partir comme ça, Mike, ai-je répondu les dents serrées. Je ne dis pas de le laisser partir, a-t-il répondu fermement. Je dis sois intelligent. Documente tout. Laisse-moi enregistrer la confrontation. Fais-le sortir de ta maison. Effraie-le suffisamment pour qu'il ne revienne jamais, mais ne te mets pas en prison pour quelqu'un qui ne vaut pas l'air qu'elle respire. Je me suis garé dans mon allée à minuit 31. 44 minutes après avoir reçu le message qui a détruit mon monde. Mike a émergé des ombres à côté de mon garage comme un ange gardien, téléphone à la main, enregistrant déjà. La fenêtre de la chambre d'amis montre du mouvement. Ils sont toujours là, m'a-t-il informé doucement. Porte d'entrée ou garage? Garage. Je l'ai laissé ouvert ce matin, ai-je répondu. Ma voix semblait étrangère à mes propres oreilles, plate, froide, sans émotion. J'ai sorti ma batte de baseball en aluminium du placard du couloir, un cadeau de mariage de mon père qui est décédé 6 mois après notre cérémonie. Pour quand tu auras besoin de remettre les choses en place dans le monde, mon fils, avait-il plaisanté. Si seulement il avait su à quel point ces mots seraient prophétiques. Nous nous sommes déplacés dans ma cuisine sombre comme des soldats en mission. J'entendais de la musique jouer doucement à l'étage, une playlist que Jessica avait créée pour notre anniversaire l'année dernière. La violation de cela, la façon désinvolte dont elle avait pris quelque chose de sacré entre nous et l'avait tordu pour sa trahison, m'a fait monter la bile à la gorge. Mike suivait silencieusement, professionnel et concentré. Son téléphone capturant tout pour les preuves qui sauveraient mon avenir. Dans le couloir, les sons de la chambre d'amis étaient indéniables, des sons qui auraient dû être les miens. Dans une maison que je payais, avec une femme qui avait promis de n'aimer que moi. Je suis resté figé pendant 10 secondes. Écoutant ma femme avec un autre homme dans notre maison, dans la pièce où ma mère mourante avait dormi autrefois. Mike a posé une main ferme sur mon épaule. Tu as ça. Garde le contrôle. Laisse la colère te rendre intelligent, pas stupide, a-t-il dit doucement. Ma main s'est serrée sur le manche de la batte jusqu'à ce que mes jointures craquent. J'ai besoin de voir son visage. J'ai besoin de savoir qui il est, ai-je murmuré. Mike a hoché la tête sombrement. Sur 3. Je vais allumer la lumière, tu t'assures qu'il ne s'enfuit pas, laisse-moi parler en premier. Je documente qu'ils sont dans ton lit dans ta maison sans permission. Cela te protège légalement, a-t-il répondu. Nous nous sommes positionnés devant la porte de la chambre d'amis comme des officiers du SWAT se préparant à un raid. J'entendais mon propre cœur battre dans mes oreilles, couvrant tout sauf les sons de la trahison venant de derrière cette porte. Mike a compté silencieusement avec ses doigts. 1. 2. La porte était sur le point de s'ouvrir en grand, et plus rien ne serait jamais pareil. Le doigt de Mike a compté jusqu'à 3, et j'ai défoncé cette porte si fort qu'elle a brisé le cadre. Ce que j'ai vu dans les 5 secondes suivantes serait gravé dans ma mémoire pour toujours, et alimenterait toutes les décisions que je prendrais dans les mois à venir. La porte a explosé vers l'intérieur avec un craquement qui a résonné dans la maison comme un coup de feu. Le cadre s'est brisé, des morceaux de bois volant alors que Mike allumait la lumière, et la pièce a été inondée d'une luminosité fluorescente crue. Le cri de Jessica était primal. Choc, terreur et honte, tout roulé en un hurlement perçant qui entrait mes rêves. L'homme sous elle a cherché désespérément les draps comme un cafard exposé à la lumière. Il était jeune, peut-être 25 ans, musclé de cette manière obsessionnelle de la salle de sport qui criait l'insécurité. Quelqu'un que je n'avais jamais vu de ma vie. Un parfait inconnu à qui on avait donné un accès intime à ma maison, à mon lit, à ma femme. Ne bougez pas. Ceci est enregistré. Vous êtes en violation de propriété privée. Donnez votre nom pour le dossier, a ordonné Mike avec une fermeté autoritaire. L'homme ne parlait pas, figé de terreur, son visage de la couleur des cendres. Jessica sanglotait, essayant désespérément de se couvrir avec les draps, les mêmes draps que j'avais achetés pour le confort de ma mère pendant ces derniers jours. Bébé. S'il te plaît,
Je peux expliquer, a-t-elle commencé, tendant les mains tremblantes vers moi. N'ose pas m'appeler comme ça, ai-je répondu. Les mots sont sortis si froids que Jessica a reculé physiquement. J'ai regardé l'étranger dans notre lit d'amis, dans ma maison, avec ma femme, et j'ai senti quelque chose mourir dans ma poitrine. Vous avez 10 secondes pour mettre votre pantalon et sortir de cette pièce, ai-je continué avec un calme mortel. Si vous êtes toujours dans cette maison après 60 secondes, j'appelle la police pour effraction. La vidéo de Mike montre que vous entrez avec une clé que vous n'aviez pas le droit légal de posséder. L'homme s'est déplacé avec une efficacité désespérée, attrapant son jean par terre, mais j'ai bloqué l'entrée avec la batte tenue lâchement dans mes mains, non pas menaçante, juste présente. Un rappel des conséquences. Pas encore, ai-je dit doucement alors qu'il essayait de passer. D'abord, vous répondez à sa question. Non. Lucas a sangloté Jessica désespérément. Lucas quelque chose. Je ne connais pas son nom de famille. David, s'il te plaît, écoute juste. Portefeuille, ai-je interrompu, ma voix ne montant pas, ce qui la rendait d'une certaine manière plus terrifiante. Montre-moi ton portefeuille. Maintenant. Lucas a fouillé son jean avec des mains tremblantes, a sorti son portefeuille et a montré son permis de conduire au téléphone enregistreur de Mike avec la posture vaincue d'un homme qui savait que sa vie était sur le point de changer pour toujours. Lucas Anthony Reeves a lu Mike à voix haute pour l'enregistrement. 24 ans, a-t-il continué à lire l'adresse pendant que Lucas avait l'air de vouloir vomir sur mon tapis. Depuis combien de temps, ai-je demandé à Jessica, mes yeux ne quittant jamais Lucas. David, ce n'est pas ce que tu a-t-elle commencé. Depuis combien de temps, ai-je explosé, ma voix claquant comme un fouet dans l'air. 4 mois, a-t-elle murmuré, s'effondrant sous le poids de la vérité. Je suis tellement désolé. Je suis tellement. 4 mois, ai-je répété les mots, goûtant la trahison. 4 mois de mensonges, 4 mois où je travaillais de nuit pour nous soutenir pendant que cet étranger utilisait une clé pour entrer dans ma maison. L'avez-vous déjà fait dans notre lit? Son silence fut une réponse suffisante. Quelque chose de définitif et d'irrévocable mourut dans mes yeux. Mike le vit et s'avança légèrement, prêt à intervenir si nécessaire. Habillez-vous, dis-je à Lucas avec un calme mortel. Vous avez 30 secondes, puis nous allons dehors pour une conversation. David, s'il te plaît, ne lui fais pas de mal, a crié Jessica hystériquement, s'accrochant à mon bras. Je l'ai repoussée comme si elle n'était rien parce qu'elle n'était rien pour moi maintenant. Lucas s'est habillé plus vite qu'il n'aurait été humainement possible, mais je ne me suis pas écarté de l'embrasure de la porte. Quand il a essayé de passer, ma main s'est tendue, serrant son épaule avec une force écrasante. Nous n'avons pas fini de parler, ai-je dit. J'ai traîné Lucas à travers ma maison, à travers la cuisine où nous avions planifié notre mariage, devant le salon où nous avions ouvert les cadeaux de Noël, à travers le garage où l'équipement photographique abandonné de Jessica prenait la poussière comme ses promesses brisées. Jessica a suivi, hurlant, suppliant, sanglotant, mais elle aurait aussi bien pu être un fantôme. Dehors, sous les lumières crues de la rue, avec Mike toujours en train d'enregistrer, j'ai poussé Lucas vers sa Honda noire. Tu vas monter dans cette voiture et t'en aller, ai-je dit avec une fureur contrôlée. Tu ne contacteras plus jamais ma femme. Pas un SMS, pas un appel, pas un souffle dans sa direction car si jamais je te revois près d'elle, près de ma maison, près de ma vie, je te ferai souhaiter de n'être jamais né. Tu me comprends? Lucas a hoché la tête frénétiquement, le sang d'une lèvre fendue, gracieuseté de ma poussée l'envoyant dans la voiture, dégoulinant sur sa chemise. J'ai pris la batte et je l'ai abattue sur son pare-brise une fois, fort. Le verre s'est fendu en toile d'araignée avec un craquement satisfaisant. C'est pour que tu n'oublies pas qui je suis ou ce qui se passe quand tu touches ce qui est à moi, ai-je ajouté. Lucas s'est précipité dans sa voiture comme si sa vie en dépendait. Le moteur a rugi, les pneus ont crissé alors qu'il démarrait en trombe dans la nuit, disparaissant de ma vie pour toujours. Derrière moi, Jessica s'est effondrée sur le sol du garage comme une poupée cassée. David, s'il te plaît. Je t'aime. J'ai fait une erreur. S'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle plaidé à travers des sanglots brisés. Je me suis retourné lentement, regardant la femme qui venait de détruire 5 ans de mariage pour un étranger de 24 ans. Ma voix est redevenue terriblement froide et calme. Fais tes valises. Tu as 1 heure. Ensuite, je change les serrures et j'appelle la police pour signaler que Lucas Reeves a pénétré par effraction dans ma maison avec une clé volée. Que tu sois toujours là quand ils arriveront,
c'est à toi de voir. Où irai-je, a-t-elle demandé, la question sortant comme un murmure brisé. Je m'en fiche, ai-je répondu avec finalité. 3 mots qui ont mis fin à 5 ans de mariage et 29 ans de croyance en l'amour. Tu as cessé d'être mon problème au moment où tu m'as trahi. Maintenant, sors de ma vue. Elle a supplié pour 1 heure de plus. Je lui ai donné 30 minutes. Et pendant qu'elle faisait ses valises, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui feraient en sorte qu'elle perde tout. Sa maison, sa famille et toute chance de jouer la victime. À 2h17 du matin, la voiture de Jessica a quitté notre maison pour la dernière fois, surchargée de valises emballées à la hâte et des restes d'une vie qu'elle avait gâchée. Je regardais depuis la fenêtre, ne ressentant absolument rien. Ni satisfaction, ni tristesse, ni soulagement. Juste un vide froid et calculateur là où mon cœur avait été. Mike était assis à ma table de cuisine, son téléphone connecté à un ordinateur portable téléchargeant les preuves vidéo sur 3 comptes de stockage cloud distincts. Redondance, a-t-il expliqué. Les avocats adorent la redondance, et nous allons leur donner le meilleur dossier de preuves qu'ils n'aient jamais vu. Mon premier appel a été à Amanda Torres, l'avocate en divorce la plus agressive du comté, une femme dont la réputation de détruire les conjoints infidèles était légendaire. Même à 2h30 du matin, j'ai laissé un message vocal détaillé avec tous les faits, promettant d'envoyer le dossier de preuves complet dans l'heure et demandant une réunion d'urgence lundi matin. Amanda Torres ne se contente pas de gagner des affaires, m'avait dit Mike plus tôt. Elle anéantit les gens qui pensent pouvoir tromper leur chemin hors des mariages. Ta femme vient de faire la plus grosse erreur de sa vie. Mon deuxième appel a été plus difficile, mais nécessaire. Le père de Jessica, Robert, a répondu au 4e coup, sa voix rauque de sommeil et de confusion. David, qu'est-ce qui ne va pas? Jessica va bien, a-t-il demandé avec une préoccupation paternelle. Je suis désolé d'appeler à cette heure, Rob, mais tu dois savoir quelque chose sur ta fille, ai-je répondu, ma voix stable et clinique, les émotions enfermées là où elles ne pouvaient pas interférer avec ce qui devait être fait. J'ai tout expliqué. Le texte accidentel, la surveillance de Mike, la confrontation, les informations du permis de conduire de Lucas Reeves. Je n'ai pas embelli, je n'ai pas ajouté de manipulation émotionnelle. Les faits étaient suffisamment accablants. Le silence à l'autre bout a duré 30 secondes qui ont semblé des heures. Quand Robert a finalement parlé, sa voix était lourde de honte et d'une rage à peine contenue. Envoie-moi la vidéo. Margaret doit voir ce qu'elle a fait. Rob, je n'essaie pas de vous monter contre, ai-je commencé. En voilà, David, a-t-il interrompu, sa voix se brisant. Elle a détruit ton mariage, embarrassé notre famille et violé toutes les valeurs que nous lui avons inculquées. Sa mère et moi avons besoin de voir la vérité de nos propres yeux. J'ai envoyé la vidéo et les captures d'écran en quelques minutes. La famille qui m'avait accueilli comme un fils était sur le point d'exiler leur propre fille. Mon 3e appel a été au système bancaire automatisé. Laissant des instructions détaillées pour geler tous les comptes joints dès lundi matin. J'ai passé les 3 heures suivantes à changer les mots de passe de tous les comptes partagés. Netflix, Hulu, services publics, carte de crédit, tout. J'ai photographié chaque article de la maison, documentant tout ce qui avait de la valeur pour la division des biens qui laisserait Jessica sans rien. Mike a aidé à la documentation systématique. Son expérience policière était inestimable alors que nous traitions la scène comme une enquête criminelle. Parce qu'à tous égards importants, c'en était une. Au lever du soleil, j'avais compilé un dossier de preuves de 47 pages. Capture d'écran horodatée, témoignage vidéo de Mike, photo du permis de conduire de Lucas, documentation de l'entrée du partenaire de l'affaire dans la maison avec une clé volée, registre des comptes joints auxquels Jessica avait eu accès, même ses propres SMS admettant l'affaire de 4 mois. Amanda Torres a répondu à mon message vocal à 6h23 du matin. Lundi, 8h pile, mon bureau. Apportez tout ce que vous avez compilé. C'est le dossier de preuves le plus complet que j'ai vu en 15 ans de pratique. Elle n'aura pas un centime, et je ferai en sorte que tout le monde sache pourquoi. Jessica a essayé d'appeler 16 fois dimanche matin. J'ai bloqué son numéro après la 3e tentative. Elle a envoyé des emails, bloqués. Elle a essayé de me joindre via les réseaux sociaux, bloqués. Elle a même envoyé une lettre à mon lieu de travail marquée « Affaires personnelles urgentes ». Je l'ai déposée auprès d'Amanda sans la lire. Une autre preuve de son harcèlement continu. Le dimanche soir, j'ai appris que ses parents lui avaient déjà gelé l'accès à la carte de crédit familiale qu'ils lui avaient donnée uniquement pour les urgences.
Robert avait appelé, sa voix creuse. Margaret a regardé la vidéo. Elle ne parle plus à Jessica. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas soutenir quelqu'un qui te ferait ça, David. Tu étais comme un fils pour nous, a-t-il dit avec finalité. Jessica a été coupée financièrement dans les 36 heures suivant la confrontation. Lundi matin, je me suis retrouvé assis dans le bureau d'Amanda, la regardant passer en revue les preuves avec une joie à peine dissimulée. Ce n'est pas seulement un divorce pour faute, a-t-elle dit, étalant les documents sur son bureau en acajou. C'est une arme nucléaire. Le texte accidentel prouve l'intention et la préméditation. La vidéo prouve l'adultère au domicile conjugal. La clé prouve un accès planifié et répété. Dans cet état, elle n'a droit à absolument rien. Je veux la maison, les 2 voitures, toutes les économies, mes comptes de retraite, et je veux que son nom soit retiré de tout ce que nous avons jamais partagé, ai-je déclaré. Mes exigences étaient précises, préparées, non négociables. Fait, a-t-elle répondu avec satisfaction. Et nous déposerons une demande d'ordonnance restrictive basée sur ces tentatives continues de vous contacter contre vos souhaits clairement exprimés. J'explorerai également des accusations criminelles contre Lucas Reeves. Violation de propriété criminelle. Possession illégale d'une clé de résidence. Même si le procureur ne poursuit pas, cela ajoute de la pression et le fait disparaître définitivement. Au cours de la semaine, j'ai appris que Jessica avait désespérément essayé de contacter Mike, le suppliant d'expliquer à David que tout était une erreur, qu'elle m'aimait, que Lucas ne signifiait rien. La réponse de Mike, transmise par SMS et que j'ai reçue, était parfaite. Vous avez été surprise en train de commettre l'adultère dans la maison de votre mari avec un autre homme qui possédait une clé de cette maison, une clé que vous avez fournie illégalement. J'en ai été témoin. Je l'ai documenté. Ne me contactez plus, avait-il répondu avec finalité. Le quartier a appris la vérité en quelques jours, non pas par mes commérages, mais par les preuves visibles, la confrontation entendue à travers les fenêtres, le pare-brise brisé, la vue de Jessica partant avec des sacs à 2 heures du matin. La femme de Mike, Hélène, s'est assurée que l'histoire parvienne au club de lecture du quartier, à l'association des parents d'élèves, aux caisses des supermarchés. À la fin de la semaine, Jessica était une paria. D'anciens amis l'ont supprimée des réseaux sociaux. Des invitations de mariage ont été annulées. Ses clients photographes, les rares qu'elle avait réussi à trouver, ont annulé leur séance. Les papiers du divorce sont arrivés à son studio 3 semaines plus tard. Elle a tenté un dernier coup désespéré pour me reconquérir, mais elle n'avait aucune idée que j'avais déjà 3 longueurs d'avance, et cette fois, j'avais la loi de mon côté. 3 mois après cette nuit de mardi qui a tout changé, j'étais assis dans un tribunal du centre-ville, regardant la juge Margaret Thornton examiner notre dossier de preuves. L'avocat de Jessica, un défenseur public à l'air fatigué car elle ne pouvait pas se payer un avocat privé, a présenté un argument mi-figue mi-raisin sur la réhabilitation, le pardon et le fait de donner une seconde chance aux gens. Amanda Torres l'a détruit en exactement 4 minutes et 37 secondes. Votre honneur, a dit Amanda, se levant avec une grâce prédatrice, l'intimé a eu une liaison de 4 mois. A fourni à son amant une clé du domicile conjugal et a utilisé ce domicile pour l'adultère pendant que le demandeur travaillait de nuit pour subvenir à son mode de vie de chômeuse. Ce n'est pas une erreur. C'est un schéma calculé de tromperie et de vol de ressources conjugales. La juge Thornton, une femme sévère d'une 60aine d'années, n'a pas pris la peine de cacher son dégoût en examinant les preuves vidéo de Mike. En 30 ans sur ce banc, j'ai rarement vu une documentation aussi claire de trahison conjugale et de manipulation financière, a-t-elle déclaré avec finalité. Le demandeur reçoit le domicile conjugal, les 2 véhicules, toutes les économies conjugales et tous les comptes de retraite. L'intimé ne reçoit rien. Le divorce est accordé. Le marteau est tombé avec la finalité d'un clou de cercueil. Jessica a essayé de m'approcher devant le tribunal, sa transformation choquante même pour quelqu'un qui avait cessé de se soucier d'elle il y a des mois. Ses cheveux étaient sales et filandreux, ses vêtements froissés et bon marché, des cernes sous des yeux rougis qui parlaient de nuit blanche et de larmes qui ne pouvaient pas effacer les conséquences. David, s'il te plaît. Pouvons-nous parler juste 5 minutes, a-t-elle plaidé désespérément. Non, ai-je répondu sans ralentir le pas, Amanda me guidant vers le parking souterrain. J'ai tout perdu. Mes parents ne me parlent plus. Je fais des doubles quarts dans un restaurant. J'ai dû vendre tout mon équipement photo juste pour payer le loyer. S'il te plaît, j'ai juste besoin, a-t-elle continué frénétiquement.
Tu as tout perdu parce que tu l'as jeté pour un étranger de 24 ans, ai-je répondu, m'arrêtant et me tournant pour qu'elle voie l'absence totale d'émotion dans mes yeux. Ce n'est pas mon problème. Ce ne sera plus jamais mon problème. Amanda m'a emmené, laissant Jessica seule dans le couloir du tribunal, pleurant un mariage qu'elle avait assassiné de ses propres mains. Par l'intermédiaire de Mike, j'ai appris que Lucas Reeves avait quitté l'État entièrement dans la semaine suivant notre confrontation, effrayé par le rapport de violation de propriété criminelle et les poursuites potentielles qu'Amanda avait menacées. Des rumeurs par les contacts policiers de Mike suggéraient qu'il avait déménagé 3 États plus loin, trop paranoïaque quant aux conséquences légales pour revenir un jour. Je n'ai ressenti aucune satisfaction de cette nouvelle. Lucas n'était qu'un symptôme. Jessica était la maladie. La maison semblait vide mais propre. J'ai repeint la chambre d'amis dans des couleurs que ma mère aurait aimées, remplacé entièrement le lit et donné à des œuvres de bienfaisance chaque meuble que Jessica avait touché. Je n'ai gardé que ce qui m'appartenait avant le mariage, construisant une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Mike et Hélène m'invitaient à dîner 2 fois par semaine, ne me poussant jamais à parler, mais étant toujours là. Mike m'a appris à faire correctement des grillades. Hélène s'assurait que je mangeais des légumes et que je ne vivais pas entièrement de plats à emporter et de colère. À l'insistance douce de Mike, j'ai commencé une thérapie avec le docteur Audrey Mendez, une spécialiste des traumatismes qui se concentrait sur la trahison et la reconstruction de la confiance. La première séance, j'étais assis rigidement, insistant sur le fait que j'allais bien, que j'avais tout géré, que je voulais juste passer à autre chose et oublier. Lors de la 3e séance, je me suis effondré complètement, sanglotant pour le mariage que je pensais avoir eu, pleurant la femme que Jessica avait prétendu être pendant 5 ans. « Vous ne la pleurez pas » a dit doucement le docteur Mendez, me tendant des mouchoirs. « Vous pleurez le mensonge qu'elle vous a fait croire, et ce chagrin est sain. C'est comme ça que vous guérissez et apprenez à faire confiance à nouveau à votre instinct. » 6 mois après le divorce, j'étais un homme différent, 9 kilos de moins grâce à une fréquentation assidue de la salle de sport, le regard plus clair, plus concentré sur mes propres objectifs et mon bonheur. Je travaillais toujours de nuit, mais j'étais en entretien pour un poste de jour en gestion logistique qui signifierait de meilleures heures, un meilleur salaire et un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Au supermarché, un samedi après-midi aléatoire, je comparais des marques de sauce pour pâtes quand une voix à côté de moi a dit « Excusez-moi, savez-vous si cette marque est bonne ? Je suis nul en cuisine, mais j'essaie d'apprendre. » Je me suis retourné pour trouver une femme de mon âge, jolie d'une manière discrète qui parlait de confiance plutôt que de désespoir, portant des lunettes et un t-shirt d'entreprise de logiciel. Son sourire était authentique, sa question innocente. Nous avons parlé pendant 5 minutes de sauce pour pâtes, ce qui est devenu 10 minutes de désastre culinaire, ce qui est devenu 20 minutes de nos emplois, ce qui est devenu 40 minutes de livres, de voyages, d'objectifs de vie et de tout le reste. Quand elle a écrit son numéro sur mon ticket de caisse, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas de l'amour, pas encore, mais de l'espoir. La possibilité que peut-être un jour je pourrais faire confiance à quelqu'un à nouveau. Je suis Sarah, au fait. Développeuse de logiciels, nouvelle dans la région, complètement désespérée en cuisine, a-t-elle dit en riant. David, coordinateur logistique, résident de longue date, pas beaucoup mieux en cuisine, mais prêt à apprendre, ai-je répondu avec un sourire, un vrai sourire qui a atteint mes yeux pour la première fois depuis cette horrible nuit de mardi. Peut-être pourrions-nous trouver une solution ensemble. Je ne savais pas si Sarah et moi allions fonctionner, mais pour la première fois depuis la découverte de la trahison de Jessica, j'étais prêt à essayer. Et cette volonté, cette minuscule étincelle d'espoir, était suffisante. 1 an après le divorce qui m'a libéré d'un mensonge déguisé en mariage, je me tiens dans mon jardin, le même jardin où j'ai traîné Lucas Reeves dans la nuit, où ma vieille vie s'était terminée et ma vraie vie avait commencé. Mais tout est différent maintenant parce que je l'ai rendu différent. J'ai rénové en profondeur, remplaçant l'ancienne clôture qui avait été témoin de mon humiliation, plantant de nouveaux arbres qui grandiraient sans l'ombre de la trahison. La chambre d'amis est maintenant un bureau à domicile où je travaille sur mon diplôme en gestion logistique, des cours du soir financés par l'argent que je ne gaspille plus pour les rêves de quelqu'un d'autre. Sarah et moi sortons ensemble depuis 6 mois, nous prenons notre temps, mais nous construisons quelque chose de solide. Je lui ai raconté toute l'histoire lors de notre 3e rendez-vous, ayant besoin qu'elle comprenne pourquoi je me déplaçais avec prudence maintenant, pourquoi la confiance devait être gagnée plutôt que présumée. Elle a écouté sans jugement, m'a parlé de sa propre peine de cœur passée avec un fiancé qui avait vidé leur compte joint et disparu,
et nous avons noué des liens sur des cicatrices partagées qui nous avaient rendus plus sages. Je comprends qu'on prenne les choses lentement, avait-elle répondu avec empathie. Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir correctement. Elle n'a jamais forcé plus que ce que je pouvais donner, n'a jamais exigé des promesses que je n'étais pas prêt à faire. C'est sain. C'est réel. C'est construit sur la vérité plutôt que sur des mensonges. La promotion au poste de jour est arrivée il y a 3 mois. Je travaille de 8h à 17h maintenant, week-end libre comme une personne normale avec une vie normale. Ma relation avec Mike a évolué vers une amitié véritable. Nous regardons le football ensemble, travaillons sur des projets de maison, parlons de la vie sans le poids de la crise qui pèse sur nous. Hélène me traite comme le fils qu'ils n'ont jamais eu, s'assurant toujours que je mange bien et que je prends soin de moi. Jessica a essayé de me contacter 4 fois cette année, des SMS d'excuses de nouveaux numéros qui sont immédiatement bloqués, des emails qui contournent mes filtres mais sont supprimés sans être lus. Même une lettre livrée à mon bureau qui est allée directement dans les dossiers d'Amanda comme preuve de harcèlement continu. Chaque tentative implore le pardon, affirme qu'elle a changé, insiste sur le fait qu'elle a appris de ses erreurs. Je les supprime sans lire au-delà de la première ligne car Jessica n'est plus rien pour moi. Ni une ennemie, ni une source de colère, juste rien. Ses parents refusent toujours tout contact. Sa mère Margaret a dit à Hélène au supermarché le mois dernier, « Je n'ai plus de fille. » Certaines trahisons ne peuvent être pardonnées, avait-elle dit avec finalité. Les conséquences restent permanentes, exactement comme elles devraient l'être. La dernière nouvelle que j'ai eue par les commérages du quartier, c'est que Jessica travaille toujours des emplois au salaire minimum, vit toujours dans le même studio, lutte toujours pour reconstruire une vie à partir des cendres de sa propre fabrication. Ses rêves de photographie sont morts avec la vente de son équipement. Son cercle social a disparu. Sa réputation est définitivement entachée. Lucas Reeves n'est jamais revenu. Vivant quelque part loin sous un nuage de paranoïa et de peur légale. Bien. Je me tiens à la fenêtre de ma cuisine, regardant Sarah rire à quelque chose sur son téléphone dans mon salon. Elle s'intègre ici d'une manière que Jessica n'a jamais fait. Elle a sa propre vie, sa propre carrière, sa propre identité. Elle n'a pas besoin de moi pour être complète. Nous nous complétons au lieu qu'une personne sacrifie tout pour les fantasmes de l'autre. Le docteur Mendez m'a demandé lors de notre dernière séance si j'avais pardonné à Jessica. Non, avais-je répondu sans hésitation. Et je n'ai pas besoin de le faire. Le pardon n'est pas nécessaire pour que je passe à autre chose. Elle est simplement sans importance pour ma vie maintenant. Et cela, je le réalise, est la plus vraie des libertés. J'ai appris que la trahison révèle le caractère. Tant chez la personne qui la commet que chez la personne qui la survit. Jessica s'est révélée égoïste, arrogante et prête à tout détruire de bien pour rien de réel. Je me suis révélé plus fort que je ne le savais, assez stratégique pour me protéger et assez résilient pour reconstruire à partir de rien. Certaines personnes jettent tout ce qui est authentique pour un plaisir momentané et une validation creuse. Et certaines personnes refusent d'être détruites par ces choix. Je suis la dernière. Et pour la première fois depuis des années, je suis vraiment, complètement heureux. Et voilà, nous arrivons à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Est-ce ce à quoi vous vous attendiez, ou a-t-elle pris une tournure inattendue? Je suis curieux de connaître vos réflexions. Partagez-les dans les commentaires ci-dessous, et lançons une conversation. Si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Et si vous êtes nouveau ici, ou si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour rejoindre notre communauté. Je vous apporte des histoires fraîches et captivantes chaque jour. Alors, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé, et je vous retrouve dans la prochaine.